Ils sont la hantise de millions de Français. Ces animaux et insectes qui prolifèrent dans nos habitations et transforment parfois nos vies en véritables films d'horreur. Un scénario d'épouvante qui s'est déroulé dans le sud de la France. Et pas n'importe où, à Cannes, la cité du cinéma, connue pour son tapis rouge et ses palaces. Pour la première fois depuis de nombreuses années, un rat a bien failli causer un mort. À seulement une dizaine de mètres de la plage, dans cette résidence, c'est l'heure du dîner pour Raphaël, 2 ans, et Alan, 4 ans. Vous rangez? On va manger. Allez, dépêchez-vous. Papa, Oui? je veux pas. Pourquoi tu veux pas? Allez, assis-toi. Ce papa poule s'appelle Jean-Marc. Une semaine plus tôt, le père de famille a eu la peur de sa vie quand le petit dernier a été gravement blessé en pleine nuit. Fais voir le bobo que t'as. Oui, et l'autre, il est où? Non, il est là, chérie. L'autre bobo, il est là. Il s'est fait attaquer par un rat. Donc du coup, morsure à l'œil, au niveau de la jugulaire, sur le nez, le coin de la bouche. Là, il a encore un petit peu des traces, mais... Et c'est les bobos. Le garçon de 2 ans garde le sourire. Pourtant, il a bien failli perdre un œil, voire pire. Donc la morsure est passée à 2 mm de profondeur de la jugulaire, quoi. Donc ça aurait pu être fatal. Immédiatement pris en charge, Alan n'a heureusement pas contracté de maladie, comme la fièvre de Haverhill ou la salmonellose, que peuvent véhiculer les rats. Une semaine après le drame, Jean-Marc se refait le film de ce qu'il s'est passé. Tout commence vers 3 h du matin. Je l'entends crier, en fait, une première fois. Et je me lève de mon lit, j'arrive ici, et il était en train de pleurer dans son lit. Et je lui dis, mais arrête de pleurer, tu vas réveiller ta sœur. Donc je le calme et il se rendort. Et au moment où j'arrive dans mon lit, en fait, là, je l'entends hurler d'un coup. Je reviens, là, j'allume la lumière, un petit peu en mode énervé, parce que je me dis, bon, ça fait 3 fois que je me lève. Et puis là, je le vois, en fait, le gamin, il était en sang, quoi. Il avait le visage ensanglanté, il avait du sang dans les mains, le pyjama, l'oreiller. Le pyjama de l'enfant est ensanglanté, tout comme la tête d'oreiller. Le père de famille ne comprend pas tout de suite que son fils vient d'être attaqué par un rat. Mais quand il change les draps... Et le rat, en fait, il sort sous le lit, quoi, d'un seul coup, comme ça. Il sort en dessous du lit, là. Je course ici et il part dans le salon. Il se planque sous le canapé. Et je commence à faire du bruit avec des claquettes, avec ce que j'avais sous la main, en fait. Il ressort de dessous, là, et il est rentré directement dans la cuisine. Le rongeur s'installe dans la cuisine. Pendant plusieurs jours, c'est la psychose dans le foyer. Jean-Marc condamne la pièce et essaie de tuer le rat avec un puissant raticide, mais sans succès. Après plusieurs jours à pique-niquer dans le salon, épuisé, il tente de le débusquer par tous les moyens. J'avais mis cette caméra, en fait, qui est là. C'est une caméra bébé, en fait, qui m'a vachement rendu service parce qu'à chaque passage ou à détection de mouvement, en fait, j'ai reçu une alerte sur mon téléphone. Et au moment où j'ai tiré le four, en fait, pour le dégager comme ça, le rat est sorti, en fait. Et quand il m'a vu, en fait, il a replongé aussitôt. Et puis il est repassé en dessous comme ça. Puis comme j'avais un pied de biche sur le plan de travail, et j'ai pris le pied de biche et je l'ai jeté. Et ça l'a assommé, quoi. Et là je l'ai tué. Mais d'où vient ce rat? Le père de famille pense qu'il s'est introduit par cette fenêtre, entrouverte le soir du drame. Pour en être sûr, Jean-Marc a décidé d'enquêter à l'extérieur. Il y a des appartements apparemment infestés de cafards. Car depuis de nombreuses années, les résidents de l'immeuble font part de la présence de nombreux rats, comme en attestent ces photos et ces vidéos tournées quelques jours plus tôt. C'était hier ou avant-hier? Ouais, ça c'est le premier qui était là. Et ouais, donc du coup, ouais, ils sont passés par là. Voilà. Ok. J'avais déjà vu en fait un rat monter par cette conduite-là, donc j'ai compris qu'en fait il avait emprunté cette conduite-là. Et hop, il monte sur les parapets là, et hop, il s'est infiltré chez moi. Ça fait peur. C'est pas le petit là, c'est pas un anodin, n'empêche ce qu'il a eu. Ça aurait pu être plus grave. Après cette nuit d'horreur, le père de famille planque de longues heures dans sa voiture pour localiser le foyer. Derrière cette porte, pourtant condamnée. Il y a encore plein d'excréments. Il y a des rats crevés aussi. Mon petit, il est traumatisé. Les enfants, ils veulent plus dormir dans la chambre. Si. Clairement, on a envie de partir d'ici, ouais. Ah non, on restera pas. Ça, c'est sûr et certain. Un fait divers qui se termine bien, mais qui met au jour les problèmes d'insalubrité majeurs que causent ces rongeurs, tout comme les autres nuisibles qui pourrissent la vie des Français.
Bonsoir à tous, ils sont tout petits et pourtant à chaque fois qu'ils apparaissent, c'est un vrai film d'horreur. Cafards, rats, punaises de lit, frelons, les nuisibles envahissent de plus en plus nos vies. Alors ce soir, nous allons vous montrer toutes les astuces pour vous en débarrasser au plus vite. Ah, en voilà, j'ai eu. Oh là là, c'est la première fois que je vois autant de cafards. Il s'est fait attaquer par un rat, morsure à l'œil, au niveau de la jugulaire. Clairement, on a envie de partir d'ici, ouais. Tout le volume de la pièce sera occupé par la chaleur. C'est là leur source, là, ils viennent de ces fissures. On en a du sol au plafond. On se demande plus d'où elles viennent piquer la dame la nuit. Waouh, il y a plein de fontes encore, on est à fond là. Les seuls qui peuvent réguler cet insecte, c'est des gens comme moi. Ils seraient aussi nombreux que nous, les rats. Si chacune de leurs apparitions nous fait sursauter, leur présence peut aussi être très dangereuse car ils sont porteurs de maladies. À Lyon, un homme en a fait les frais. Vous découvrirez son témoignage glaçant. Je me suis mis à gonfler au bout de quelques jours. Problème de respiration. Et puis après, les reins ont commencé à dysfonctionner. Ils ont failli s'arrêter. Elles sont les stars des réseaux sociaux dans la catégorie psychose, les punaises de lit. Elles s'infiltrent dans les moindres recoins et vous piquent lorsque vous dormez. Pour les faire disparaître, il existe plusieurs méthodes, mais certaines, vous le verrez, sont très risquées. Le bon vieux sniper, il faut surtout pas l'utiliser. Est-ce que je cherche à acheter l'insecticide contre les punaises de lit? C'est pas trop dangereux ça? Non, c'est pas trop dangereux. Mais comment faire lorsque ces insectes vous résistent? Nous avons enquêté dans l'une des résidences universitaires les plus insalubres de France, infestées de cafards, où les étudiants vivent l'enfer au quotidien. Il y avait beaucoup sur mes pieds, sur mes mains. Je peux pleurer maintenant. Enfin, à Marseille, le danger vient aussi du ciel. Là-bas, les goélands n'hésitent plus à attaquer les habitants. Coup de bec, jet de fiente, entre les humains et ces gros oiseaux, la guerre est déclarée. Attention les oreilles, ça fait du bruit. Rats, cafards, punaises de lit, frelons, la grande invasion, c'est une enquête de Quentin Pichon. Depuis plusieurs années, les rats prolifèrent partout en France. À Marseille, à Bordeaux ou Toulouse, mais surtout dans la capitale. Avec plus de 3 millions de rats, Paris serait même la 4e ville la plus infestée au monde. Certains quartiers vivent un cauchemar, comme ici dans le 17e arrondissement, entre les Batignolles et le parc Monceau. La mairie a même lancé un site, signaler-un-rat.paris. Une plateforme qui permet à tous les habitants de signaler des rongeurs aperçus. La situation est telle que ce sont les habitants eux-mêmes qui ont dû prendre les choses en main. Bon, ça va? En forme? Ça va Paul? On va s'y mettre. Voici Sylvain Clamat. On va attaquer toute cette plateforme, toute cette bande. Cet homme a une triple casquette, car il est agent immobilier, comédien et surtout à la tête d'un collectif qui tente de réguler ces rongeurs dans l'arrondissement. En fait, moi je suis cofondateur de Ras-le-Bol, ça existe à peu près depuis 6 ans. J'anime ce mouvement pour mettre nos concitoyens à l'abri. Les habitants qui habitent tous ces logements sociaux n'en peuvent plus de vivre dans les rats, de vivre avec des rats qui finalement risquent de monter. Ils descendent, ils voient des rats partout, c'est pas possible. Ce matin-là, ils sont une dizaine de riverains à lui prêter main forte pour une opération coup de poing. On a déjà pré-repéré les endroits où se trouvent principalement les rats. Il y en a une centaine. On va tous les traiter un par un. On devrait avoir un taux de réussite de l'ordre de 95%, parce qu'il y a toujours 5% qui arrivent à se sauver ou à se mettre dans un endroit où ils ne sont pas touchés par le produit. Pour tuer les rats, il existe des solutions chimiques. Mais ici, on a privilégié une méthode 100% écologique et inoffensive pour l'homme. Donc c'est de la glace carbonique qui est à moins 40 degrés, qu'on va mettre dans les terriers. Ça s'utilise pour la cuisine moléculaire. Et vous voyez sur la langue, il n'y a pas de problème. Je peux la garder pas trop longtemps. Par contre, Ces glaçons non toxiques fondent au contact d'un air plus chaud et libèrent du gaz carbonique qui va chasser l'oxygène des terriers. Les rats meurent alors asphyxiés. pas trop de belles poignées. Par contre, il faut bien enfoncer. Vous voyez, bien profond. Une fois le foyer rebouché, les rats à l'intérieur n'ont que quelques secondes pour réagir. À moins qu'ils s'échappent par un autre trou. Je l'ai eu. Faut être réactif, Sylvain.
Ah, c'est un joueur de tennis. Oui, c'est vrai. Ah oui. Se lever un samedi matin dans le froid pour mettre les mains dans la terre, Sylvain le fait pour améliorer la vie de ses concitoyens. Comme cet homme qui s'est joint à l'équipe. J'habite là, ouais. Tous les soirs, ça cavale partout. Moi, des gamins, je les vois jouer dans les machins, là. Je dis aux parents, je les laissais pas jouer là-dedans, il y a des rats. Ah bon? Ben oui, mais vous les voyez pas. Maintenant, ce qui est dingue, c'est que c'est les citoyens qui gèrent leur ville tout seuls. Mais c'est la seule solution. Il y a un moment, quand il n'y a plus de solution, bah, la seule solution, c'est vous prenez en main tout seul. Si Sylvain est aussi remonté, c'est parce que c'est la mairie de Paris qui est en charge de la dératisation et pas sa mairie d'arrondissement. Et le maire du 17e arrondissement, c'est lui. Bonjour Sylvain, Geoffroy Boulard. Il est à l'avant-garde de la lutte contre les rongeurs. en pleine action? Bah écoute, beaucoup de Sans travail. férié. Il a même été reçu à New York pour tenter d'inspirer ses homologues américains. Il dénonce l'inaction de la mairie de Paris. La ville de Paris a pris beaucoup de retard. Moi, je demande à ce qu'on ait davantage de compétences dans les arrondissements pour traiter les sujets. D'avoir les sujets de propreté, d'assainissement sont des sujets locaux. Et le transfert de compétences doit être fait au maire d'arrondissement. Nous, on a complètement imposé notre méthode. Hein. Et d'ailleurs, on a d'autres maires qui s'y intéressent. Mais je l'ai fait grâce à qui? Grâce aux habitants. C'est le maire d'arrondissement qui finance les opérations de la brigade citoyenne, notamment l'achat de glace carbonique et de matériel. Récemment, la municipalité a même lancé une nouvelle idée, permanente, pour lutter contre les rats. Un piège d'un nouveau genre. Donc voici le piège connecté Strigo. Le fonctionnement de ce dispositif bourré de technologie est assez simple. Il y a un appât au bout pour attirer les rongeurs. Ils montent par ici, ils vont sur la trappe, ils mangent, et après... Un remake des pièges artisanaux avec des seaux et des couvercles qui se tournent. Ici, les rats se noient dans un mélange d'alcool et de paraffine. Grâce à ce système, ça analyse d'abord les mouvements du rat pour après pouvoir en attraper le maximum possible. Quand il y a une grosse infestation, on fait une opération coup de poing glace carbonique. Le piège Strigo, il arrive derrière et il permet de finir le travail. Donc c'est très très utile, ouais. Ce matin, Benjamin retire du piège une dizaine de cadavres. Ce système permet aussi à la mairie de connaître en temps réel quand ces pièges sont pleins ou quand il faut changer d'appât. Et l'un des premiers à être conquis par ce système, c'est ce restaurateur, juste à côté. On était un peu envahi de rats, que les rats passaient durant la journée, non loin de la terrasse, même on va dire au pied des clients. Voilà. Certains ne venaient plus chez nous à cause de ça d'ailleurs. C'était très efficace, ils sont venus, ils ont traité. 10 jours après, on a vu que le nombre de rats avait sensiblement baissé. Et là, actuellement, nous n'en voyons quasiment plus. En 6 ans, le nombre de signalements a diminué de 73% dans l'arrondissement. Une réussite grâce à ces actions de citoyens épaulées par une mairie volontariste. Une action bénéfique pour les habitants et les riverains, d'autant plus que certains rats propagent des maladies qui peuvent être potentiellement mortelles. Notre enquête nous conduit à Lyon, dans la capitale des Gaules. Dans la 3e ville de France, coincée entre le Rhône et la Saône, habite une victime de maladies transmises par les rats. Salut Manon. Ça va? Ouais, ça va et toi? Lionel Rare a 50 ans. C'est moi ou ça a monté Manon? Cet homme, en pleine forme, est ce qu'on appelle un scaphandrier, c'est-à-dire un plongeur professionnel. On passe notre temps sous l'eau, que ce soit pour des chantiers comme c'est le cas ici, pour faire du référencement d'espèces également, faune, flore, subaquatique. Chaque semaine, il se jette près de 4 fois dans ces eaux troubles et contaminées par toutes sortes de pollutions. 3, 2, 1. Et c'est lors d'une plongée comme celle-ci que Lionel va contracter il y a un an une grave maladie, la leptospirose. Sous l'eau, il entre en contact avec de l'urine de rats infectés. J'avais une petite lésion dans la bouche. La bactérie est rentrée ici. Je me suis mis à gonfler au bout de quelques jours. Des problèmes de respiration. Et puis après, mes reins ont commencé à dysfonctionner. Ils ont failli s'arrêter. Lionel est hospitalisé à Lyon, en urgence. Là, je suis chez moi. J'ai gonflé, j'ai de la fièvre. J'ai beaucoup de mal à respirer. Ma compagne se demande ce qu'il se passe. J'étais vraiment au bout, là. Hein. Le plongeur doit rester 10 jours alité. On m'avait installé une sonde urinaire et on était à 2 doigts de me dialyser pour les reins. Tout cela à cause de la leptospirose.
Cette maladie bactérienne mal connue mais mortelle, elle touche 600 personnes par an en France. Appelée également la maladie de l'urine du rat, elle se transmet par leur déjection. Effectivement, quand on regarde ce bras de fleuve, on remarque ces espaces verts, qui sont connus pour abriter de nombreux rongeurs. Leurs excréments se retrouvent ensuite dans ces eaux et peuvent potentiellement frapper toute personne qui se baignerait ici. 2 ans après, Lionel, qui a échappé de peu à la mort, ne s'en est pas encore remis. Pendant presque 1 an, j'ai eu des troubles de mémoire violents, c'est-à-dire que au tout début, quand j'étais chez moi, pour aller prendre de l'eau dans ma cuisine alors que j'étais dans mon canapé, il fallait 10 minutes pour que j'élabore le schéma pour y aller. Et puis, quand je me retrouvais dans le salon, pas très loin de la cuisine, je m'asseyais parce que j'avais oublié ce que je devais faire. Et même encore maintenant, j'ai parfois du mal à m'exprimer, il y a des mots que je cherche. Le traumatisme qu'il a subi est toujours très présent. Là, c'est à l'hôpital. J'ai ce qu'on appelle squamé. J'ai évacué toutes les toxines en pelant des mains et des pieds. Chaque année, la leptospirose tue une 60aine de personnes en France. Pour ne pas contracter la maladie, il est donc conseillé de ne jamais se baigner dans des eaux saumâtres et privilégier toujours des zones surveillées où sa qualité est testée régulièrement. En France, un autre nuisible bien connu peut lui aussi être porteur de graves maladies. C'est l'insecte nuisible par excellence, le cafard ou la blatte. Un même mot pour désigner ces insectes qui grouillent dans certains logements. Mesurant entre 1 et 2 cm, ils sont attirés par les endroits sombres et humides, partout où il y a de la nourriture qui traîne. Problème, cet insecte ultra-invasif peut véhiculer des maladies mortelles, comme la salmonellose, la dysenterie, la tuberculose ou encore l'hépatite A. Ce nuisible que l'on déteste tous, il y a tout de même un homme qui les aime, car il gagne sa vie en les chassant. À 28 ans, Sacha est spécialisé dans l'extermination de nuisibles à Paris. Ces journées, il les passe souvent en intervention, aux 4 coins de la capitale. Hygiène Prêt, bonjour. Allô, bonjour, c'est bien moi, j'attends de désinfectisation. Oui, bonjour monsieur. Il répond en permanence aux sollicitations de clients, souvent désespérés. Quand est-ce que vous pensez venir là? En après-midi, aux alentours des 16h30, 17h je pense. Sur le podium des animaux qu'il a le plus à traiter, rats, punaises de lit et cafards. Ça peut faire combien d'interventions par jour? En réalité, ça varie. En moyenne, on fait entre 5 et 10 interventions par jour pour être large. Ce matin-là, Sacha traverse la ville pour se rendre chez un habitant submergé par une infestation d'insectes. On va en intervention pour des blattes dans Paris. Un client qui nous a appelé en urgence. Beaucoup de blattes dans ces appartements. Il y a plusieurs appartements à traiter. Pour ce cas qui s'annonce compliqué, Sacha a demandé le renfort de son collègue Antoine. Bonjour, ça va monsieur, vous allez bien? L'occupant vit un enfer. Il n'y a plus une pièce qui a échappé au cafard. Attends, même mettre qu'il n'y a rien sur le frigidaire. Ouais. Un cafard plein. Ouais. L'appartement est envahi. Dans les meubles, sur les murs, au plafond et sur les couvertures, les blattes sont partout. Il y en a là. Il y en a ici. Regardez, venez voir là. Là, on est sur une grosse infestation. Quand il y en a autant, je vous regarde en même temps que je vous parle, mais quand il y en a autant en journée, c'est assez problématique. Ah, là, c'est rempli de déjections. Ouais, là, on peut apercevoir des déjections ici. Des déjections de cafards qui sont hautement allergènes. Un, deux. Les désinsectiseurs doivent localiser les zones de reproduction, souvent cachées derrière l'électroménager. Ici, tu vas en avoir plein, et regarde où ils rentrent. Ils vont aller se jeter tout le lino, en fait, qui est ici, qui est décrépit. Si je te soulève le lino, ça bouge dans tous les sens. Là, tu peux voir toutes les othèques. Ça, c'est un nid. Ici, sous le lino, s'entassent des centaines d'oothèques. Des œufs de blatte particulièrement résistants aux insecticides. Et là, tu as toutes les stades. Tu as une petite,
Moyenne, une adulte. Voilà. Elle vient, elle le porte. Et une fois que c'est bon, elle va venir l'expulser gentiment, comme ça. Et là-dedans, on a une douzaine de cafards, une quinzaine de cafards. Oh là là. C'est la première fois que je vois autant de cafards. Derrière un autre meuble, même constat. Si tu veux en avoir pas mal derrière, et si tu viens là, ici, t'as carrément un nid, en fait. Vraiment, tu vois. Ouais. T'as vraiment tout qui est en train de vivre, si tu veux voir. Ouais. Tiens, tu veux me laisser ça? Ouais, tiens. Là, il y a pas mal de cadavres aussi. En fait, ce qui est fou, c'est qu'avec ces cafards-là, il y en a tellement qu'en fait, la lumière, ça leur fait rien. Il y a au bas mot plus d'1 millier de cafards dans ce T2 parisien. L'infestation dure depuis de longs mois. Même si les conditions d'hygiène ici semblent plus que douteuses, tout l'immeuble, une vieille bâtisse construite au début du siècle, serait concerné. Le monsieur il m'a dit qu'il y en avait qui venaient de l'extérieur, qui rentraient depuis sa porte d'entrée, donc forcément il y en a dans les parties communes et dans les colonnes sèches. En fait, c'est souvent là-dedans que ça circule, ça monte depuis l'égout, colonnes sèches, et après tous les petits interstices, vous voyez, de toute façon, ça passe par tous les conduits d'eau chaude. La blatte, elle est omnivore et plus encore. Donc elle mange tout ce qu'on mange, plus elle mange encore plus n'importe quoi. De l'excrément, de la moisissure. Par exemple, les déchets comme ça, quand on laisse une poubelle ouverte, bah, c'est très mauvais signe. Ça veut dire que les cafards, en fait, le peu qui va rester du yaourt ou quoi que ce soit, ils vont l'ingérer directement. C'est de la vraie alimentation. Il faut traiter chaque recoin en utilisant plusieurs produits ultra puissants. Antoine dépose une pâte toxique dans les endroits où les cafards aiment se cacher, là où l'on ne va jamais, sous la baignoire. Je vais en mettre en bas là. Ou le four. Le technicien doit ensuite s'équiper avant de passer à la pulvérisation. Quand il y a des grosses infestations, on est obligé de passer par la pulvérisation. Et c'est quoi les prochaines étapes? Bah, La même chose dans 10 jours. Exactement. Et la même chose dans 10 jours encore. Voilà. Donc on va faire la même chose dans 10 jours et on reviendra faire une visite de contrôle, voire un autre traitement 10 à 12 jours après le troisième passage. Sincèrement, au vu de ce qu'ils vivent aujourd'hui actuellement, de retrouver des cafards dans son pantalon quand on se lève le matin, c'est pas une vie. Et on espère vraiment qu'on va y arriver. Un traitement de choc qui devrait garantir un retour à la normale d'ici 3 à 4 semaines. Pour Sacha et Antoine, c'est un travail dur mais valorisant qui change concrètement la vie des gens. Le principal, c'est que les gens après nous disent voilà merci, on n'a plus de cafards, ou alors on voit une différence depuis que vous êtes venus, etc. On sait qu'on va changer potentiellement le quotidien de 3-4 personnes dans la journée. C'est des gens qui dorment plus, qui ont un boulot à tenir la journée, qui ont une famille souvent. Allez, bonne journée. Au revoir. À vous aussi. Ça marche. Je vous en remets encore dans la... Comment? Ah bah là-dedans, ça me dérange pas. Ouais. Faut bien qu'il dorme bien. Exactement. Allez, bon courage. Allez, au revoir. Au revoir. Une intervention comme celle-ci coûte dans les 300 € environ. Mais tout le monde n'a pas la chance et les moyens surtout d'avoir un spécialiste qui vient les sauver. Certains sont condamnés à vivre avec les cafards. À Lille, dans le Nord. Nous avons rendez-vous devant des résidences universitaires avec un ancien étudiant, Boubacar, 27 ans. Il connaît très bien ces insectes car il a vécu ici un enfer. Ici, on est au bâtiment G de la résidence Boucher et c'est dans ce bâtiment que j'habitais. Il y avait les cafards, les problèmes de punaises de lit, et il y avait l'insalubrité. Depuis cette terrible expérience, Boubacar est devenu un lanceur d'alerte. Il a créé une association pour aider les étudiants dans la galère. Il veut nous montrer aujourd'hui que le problème de nuisibles n'est toujours pas réglé, notamment dans une résidence qui a fait le tour des médias. C'est quoi cette merde? On ne peut plus dormir tranquillement, les gars. Partout. Considéré comme l'une des pires de France par le Crous lui-même, ce bâtiment le voici, la résidence Robespierre. C'est ce qu'on appelle le manoir hanté. Et si vous avez envie de passer de mauvais moments et surtout de faire peur à un de vos proches, c'est l'endroit où il faut être, quoi. Boubacar nous y fait rentrer. Et dès nos premiers pas, nous constatons que tout est très vétuste. Au mur, il y a bien des conseils de lutte contre les nuisibles,
mais surtout de nombreux cafards. Déjà dans les parties communes, comme j'ai dit avant même d'arriver, les étudiants dans leur manoir, avant d'arriver dans le manoir, ils viennent trouver des cafards, c'est les cafards qui les accueillent, quoi. Dans les chambres de certains étudiants, des dizaines de blattes. C'est là leur source, là. Ils viennent de ces fissures. Ok. Malgré le passage régulier d'une entreprise de désinsectisation, ils sont présents dans tous les coins. Bonjour, ça va? L'une des résidentes a accepté de nous répondre anonymement. Une étudiante iranienne de 20 ans a la chambre parfaitement propre et rangée. Elle se dit épuisée. Et il y a beaucoup de cafards. Peut-être maintenant, vous ne pouvez pas voir les cafards, mais quand les lumières sont éteintes, ils sortent. C'est que les cafards sont dans mes vaisselles et je dois laver toutes mes vaisselles avant cuisiner. Mais ce n'est pas tout. La jeune femme cohabite aussi avec un autre insecte qui lui pourrit la vie, les punaises de lit. Pour éviter d'être trop piquée, elle dort sur un matelas recouvert de plastique. Et j'ai pas osé de enlever la plastique sur mon lit parce que j'ai peur des punaises et je n'ai pas oreiller pour m'en coucher. C'est horrible. Je ne peux pas dormir très bien. Je peux pleurer maintenant. Par exemple, hier soir, je ne pouvais pas dormir. J'étais piquée par les punaises. Il y avait beaucoup sur mes pieds, sur mes mains. Ce quotidien inacceptable, cette étudiante en a fait part à la direction du Crous. Mais elle n'a pas eu de réponse positive. Alors Boubacar se saisit de la situation. Là, je vais voir l'administration pour qu'on puisse te reloger dans de bonnes conditions et ça va bien se passer. Tu vois. Et franchement, tu es une battante, il faut rester comme ça. L'objectif, c'est on va demander à ce qu'on la reloge. Le fait de ne pas bien se sentir chez toi, ça c'est une chose, mais le fait de ne pas être considéré, c'est encore pire parce que c'est comme si tu penses que tu es de la merde alors que c'est pas ça, quoi. C'est des étudiants qui payent leur loyer et ils sont pas là gratuitement, c'est pas la charité, quoi. Quelques semaines plus tard, le Crous a bien répondu à Boubacar et a proposé une solution de relogement à l'étudiante iranienne. Mais quel avenir pour ceux qui sont contraints de rester dans ce logement détérioré ? Pour le savoir, nous avons voulu montrer nos images à la direction du Crous de Lille. Nous avons obtenu un rendez-vous avec Guénaël Pira. Bonjour. 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 Merci de nous accueillir. Écoutez, avec plaisir, je vous invite à avancer. Merci. C'est le nouveau directeur du Crous qui vient tout juste d'être nommé. Nous lui présentons les témoignages tournés lors de notre venue quelques jours plus tôt. Quand vous voulez. C'est quoi cette merde? On ne peut plus dormir tranquillement, les gars. C'est horrible. Je ne peux pas dormir très bien. Je peux pleurer maintenant. C'est quoi votre réaction quand vous entendez ce que disent les étudiants à notre caméra? Qui ne peut pas être soucieux du confort des étudiants. Quand on dit que les étudiants ne sont pas considérés, c'est absolument pas la posture des équipes que j'ai rencontrées au quotidien. Ils ont à cœur de répondre à leurs problématiques. Le directeur du Crous nous apprend que des travaux d'ampleur vont débuter très prochainement. La résidence Robespierre, elle date des années 70. Elle va être rénovée prochainement. On va vider progressivement la résidence jusqu'à fin 25 pour des travaux qui démarreront en 2026 et une livraison du bâtiment complètement réhabilité en 2027 et en 2028. Le Crous semble aujourd'hui avoir pris le problème à bras-le-corps et a opté pour la seule solution viable, la rénovation complète de la résidence Robespierre, qui coûtera tout de même 13 millions d'euros. En attendant, une entreprise de désinsectisation continuera de passer plusieurs fois par mois pour que ces étudiants puissent, dans la mesure du possible, vivre dans des conditions décentes. On vient de le voir, la punaise de lit est devenue l'un des nuisibles les plus invivables de France. À la différence des blattes, c'est un parasite de l'homme. C'est-à-dire que cette minuscule punaise, de quelques millimètres à peine, pique pour se nourrir de sang humain. Des piqûres qui causent des démangeaisons insupportables et qui peuvent dégrader votre santé mentale, tant il est difficile de les éradiquer.
folie. Il y en a vraiment partout. Le lit de sa fille grouille de punaises de lit. Ah, s'il te plaît. Ma chérie, fais dormir. Une seule femelle peut pondre jusqu'à 500 œufs et coloniser un appartement entier en quelques semaines. À l'automne 2023, la peur des punaises de lit s'empare de la France. Les punaises de lit qui avaient pratiquement disparu depuis les années 50 reviennent en force. C'est d'ailleurs la une de Ouest France ce matin, au point de créer une véritable psychose. On va plus au cinéma à cause de ça. Sérieusement? Ah oui, sérieusement, oui, on évite les transports en On commun. attend que ça se passe un petit peu. Ouais. Bon, ouais, parce que c'est... Parce qu'on a eu déjà une expérience il y a 20 ans. On a eu une expérience il y a 20 ans. C'est une calamité. Vous vous souvenez de ces images? Dans les trains, les cinémas, sur les réseaux sociaux, on voit des punaises de lit partout. Avec près de 10% de logements touchés en France, cela représente un marché énorme pour les professionnels. Pour vous en débarrasser, il existe des solutions et différentes méthodes. Avec de la vapeur, par le froid ou des produits chimiques. Quels sont les plus efficaces et à quel prix? Ce jour-là, Sacha, le désinsectiseur parisien, se rend en urgence chez un particulier aux abois. Oui, rebonjour madame, on est devant le portail et vous avez le code s'il vous plaît? Une colonie de punaises de lit a élu domicile dans son appartement et lui fait vivre un cauchemar. Je me présente, moi je suis monsieur Krief, la personne que vous avez au téléphone. Très bien. Même si nous lui garantissons l'anonymat, la propriétaire refuse l'accès à nos caméras. Non, pas de caméra. Je préfère pas parce que nous sommes un bloc de 100 appartements. Ah oui, mais on verra pas du tout le... Non, je préfère pas. Incognito. L'occupante est catégorique. Hors de question de filmer, de peur que ses voisins soient au courant de ce qui lui arrive. Comme souvent, au-delà du désarroi dans lequel sont plongées les victimes de punaises de lit, c'est le sentiment de honte qui prédomine. Cette personne, elle a des punaises, ça veut pas dire que c'est sale chez elle. Pas du tout, rien à voir avec la saleté. Par contre, quand on a des punaises, on veut pas forcément que ça se sache. Et c'est malheureux parce que, en général, pour régler un problème rapidement, vaut mieux que ça se sache, comme ça l'immeuble est au courant et on peut traiter en préventif. C'est un vrai problème que vous voyez, ça, cette peur, cette honte? Bien sûr, ça c'est de plus en plus, surtout que ça a été médiatisé il y a quelques mois. Aujourd'hui, quand on a des punaises de lit, tout de suite, on se cache, on veut que personne ne soit au courant. D'ailleurs, même nous, quand on nous contacte, on dit « vous n'arrivez pas en Robocop » parce qu'ils pensent qu'en fait, on arrive en combinaison, que les gens vont nous voir, etc. Et si la prolifération provient d'un seul appartement et que le propriétaire n'agit pas, le syndic de copropriété peut intenter une action en justice à son encontre. Sacha et Antoine sont ensuite appelés pour une nouvelle intervention dans une résidence hôtelière de la banlieue parisienne. Alors bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame, elle est là? Non. Cela fait plusieurs jours que les occupants et le personnel de l'établissement se font piquer toutes les nuits. C'est ici qu'il y a des punaises? Oui. La zone concernée, un petit local derrière le standard. Et là, en fait, on a trouvé plein de punaises qu'on va voir là. Bah là, il y a les déjections déjà, toutes là. Voilà, même à l'intérieur. Même à l'intérieur. On va vous résoudre le problème. Je vais voir avec Antoine, mon technicien, pour qu'on puisse faire le diagnostic dans un premier temps et après le traitement. L'une des salariées qui dort sur place accepte de nous montrer les stigmates laissés par les parasites sur ses bras. Ouais, c'est systématique, tu vois, parce que là, bon, les piqûres, elles ont quelques jours, voire quelques semaines, mais en fait, les punaises de lit, elles vont toujours piquer en étant alignées. Donc tu vois, ça fait une trace, et après, ça suit le bras, et en fait, la punaise, elle descend. Celles-là, elles sont un petit peu plus anciennes, mais en fait, la piqûre, c'est systématique, c'est aligné. Ça fait 3-4 jours que vous... Et c'est quoi, vous vous réveillez la nuit? Comment ça se passe? La nuit. Ouais. Ça vous embête? Ouais. Ça fait quelques années que c'est récurrent, qu'on constate que les punaises de lit ne sont pas là que de manière saisonnière. Elles sont là toute l'année. Et les punaises, en fait, elles viennent des États-Unis, du Canada. Avec le tourisme, avec les différentes choses qui se passent dans le monde, par exemple la Fashion Week, les choses comme ça. Le déplacement fait en sorte que les punaises, en fait, elles s'adaptent, elles se mettent au niveau des zips des valises, elles se cachent, elles aiment l'obscurité, donc elles vont se mettre au fond d'un sac, à dos, etc. Ah ouais? Tu penses que c'est pas localisé? Non. La situation est sérieuse. Les deux professionnels suspectent une invasion massive. Pour les localiser, il faut avoir l'œil affûté.
Les punaises de lit sont difficiles à débusquer. Ils repèrent partout des petits points noirs, des excréments de punaises. Là. Des excréments à fond. Là. Et très vite, un premier spécimen. Celle-là, elle est vivante encore. La punaise? Regarde, elle bouge encore. Les juvéniles, tu vois, c'est ce qui sort de l'œuf. Une punaise à peine éclose. Un très mauvais signe. De la moquette au mur, une vieille bibliothèque en bois. Le cocktail parfait pour une prolifération de punaises. Il n'y a pas de cachette qu'elles prendront sur l'infestation pareil. Hop, elle est là, elle essaie de se sauver la coquine. Et cela va vite se confirmer. Juste là, vous allez en avoir. Donc celle-là, c'est compliqué. Au moins 2 punaises de lit dans des dossiers en papier. Là, on est sur une infestation maximale parce qu'on a vu qu'il y a des adultes, il y a des mues, il y a des crottes. On en a du sol au plafond. Forcément, s'il y a des papiers, elles vont aller se glisser entre. Les gens ont souvent des bibliothèques aussi à côté de leur lit. Donc c'est un refuge idéal pour elles. Dans les rideaux, idem. Les parasites ont proliféré. Elle est vivante, celle-là. Elle s'agrippe, hein. Les punaises ont fait des dizaines de nids dans le bois poreux du meuble. Ce qu'on voit là, les espèces de petits grains de riz translucides, les minuscules grains de riz, ça, ce sont des œufs. Et on peut voir qu'ils sont venus pondre sur toute la rainure de la porte. Et ça, les œufs, ça va éclore. Elles ont aussi gangréné les gaines électriques. Voilà, il y a un cadavre. Un endroit chaud et caché qu'elles affectionnent particulièrement. Les plaintes, hein. Ouais, il y en a dedans. Là, il y en a encore une ici, par exemple. Plus petit individu, mais c'est juste là, en fait. Vraiment là, dans la rainure, c'est rempli. Dans une gaine technique, on en trouve une là, une là-bas. On se demande plus d'où elles viennent piquer la dame la nuit. Quand, comme ici, les punaises sont présentes aux 4 coins d'une pièce, il faut appliquer le traitement maximal. Une intervention en 3 étapes. Antoine utilise d'abord un insecticide naturel pour tuer les bêtes vivantes. Ça va être un aérosol à base de terre de diatomée, donc c'est pas un produit qui est chimique. Pour les endroits qui sont un petit peu compliqués, on peut pas mettre du liquide. Le principe c'est très simple, c'est que les punaises au contact de cette terre-là vont directement être découpées, d'accord, par les microcristaux qui y a à l'intérieur de cette terre. Et en fait ça découpe leur carapace et elles meurent instantanément. C'est des microcristaux en fait. Corail concassé. Exactement. Du corail concassé en fait qui va découper la carapace de l'insecte au contact. Il faut ensuite asperger un puissant insecticide. Il permettra d'achever les adultes et d'empêcher la croissance des plus jeunes. Enfin, il termine par la fumigation pour éliminer les dernières survivantes. Et là, d'ici quelques secondes, ça va se déclencher. Donc voilà, on va sortir de la pièce avant que ça nous explose dessus. Au total, l'opération a duré plus d'1 heure. C'est bon, c'est fini. Antoine, il a fini le traitement, il va vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Une intervention qui a un certain prix et qu'il faudra reproduire au moins une fois dans 15 jours. Ça s'est bien passé. On espère que le travail va être satisfaisant. De toute façon, au vu de ce qu'on a mis comme produit, on n'a quasiment pas de doute. Maintenant, voir d'ici une dizaine de jours, comme ce que disait Antoine, de vérifier le traitement. Voilà. En termes de prix, on est à peu près à combien là sur cette surface? Par rapport à la surface qu'on a traitée, normalement, il faudrait compter à peu près, pour être assez large, par rapport au diagnostic, etc., entre 3 et 400 euros. On se tient au courant, vous m'appelez s'il y a besoin de quoi que ce soit. Ok. En France, le business de la désinsectisation se porte bien. Sacha est aujourd'hui à la tête d'un petit empire familial qui a commencé de manière plutôt inattendue. À Paris, dans le 11e arrondissement, le trentenaire est de retour dans l'un de ses magasins. Il en possède 6 comme celui-ci dans la région parisienne. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, avant, après, pendant l'intervention. N'oubliez pas juste de désactiver les détecteurs de fumée. Mais celui qui a lancé cette affaire florissante, c'est son père, Serge. Il y a plus de 35 ans. Je suis passé dans le quartier, j'ai eu les yeux de dire bonjour. Ça va? Et toi? Bah ouais, hein. Tranquillou, hein. Toujours bien tenu, le magasin. Il est entré sur le marché sur un coup de bluff. J'ai créé la société, ça fait très longtemps, par accident.
Donc c'était à la base, moi je travaillais dans un autre secteur, j'étais dans la fabrication de blousons pour enfants. Et un jour, il y a une centrale qui m'a appelé, qui nous a demandé comme ça, vous connaissez personne, on a des cafards. Moi, par réflexe, je dis si, nous. Donc je me suis renseigné, j'ai regardé, j'ai acheté les produits, on a fabriqué des combinaisons, on a pris rendez-vous, on a été sur place et on y est arrivé. C'est lui qui m'a tout appris, enfin ou presque. Et voilà, c'est la personne sur qui je peux compter tout le temps. C'est gentil. Voilà. Allez, fais attention à toi. À la toute. Appelle-moi de temps en temps quand même. Hein. Ah oui. Allez, bisous. Dans son commerce, des produits que l'on n'achète jamais par plaisir. Contre les punaises de lit, bien sûr, mais aussi les rats, les blattes, les frelons, les pigeons et même les mites. C'est juste pour chercher quelque chose contre les mites de vêtements. Ouais, bien sûr. Quelque chose de radical. Cette cliente subit une infestation de mites comme celle-ci dans ses placards. Si vous voulez vraiment quelque chose de radical, il faut sortir les vêtements des placards. Et il y a 2 produits à utiliser. Un produit à pulvériser, ça va les faire sortir, ça va les déranger. Et la fumigation va traiter la totalité de la pièce. D'accord, je vais faire ça. On fait ça? Je vais prendre 2. Ouais. Vous souhaitez régler comment, madame? Par carte, s'il vous plaît. C'est intéressant de voir encore à Paris des boutiques comme ça qui s'intéressent à des choses bien particulières. Au lieu d'aller sur Internet ou aller dans les grandes surfaces, c'est bien d'avoir un contact humain aussi. Super, merci beaucoup. S'il y a besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Prodiguer un conseil sur mesure, c'est la valeur ajoutée d'une boutique comme celle-ci. Les grandes surfaces, ils vendent de tout. Quand vous avez besoin d'acheter une planche de bois, vous savez où aller. Quand vous avez besoin d'un produit anti-nuisible qui a un problème, il faut aller dans une société spécialisée pour ça. Le problème, c'est que de nombreux Français achètent aussi des insecticides moins chers sur Internet. Des agents toxiques qui peuvent être dangereux à manipuler, pour certains voire mortels. C'est le cas d'un produit contre les punaises de lit, le Sniper. Longtemps utilisé en raison de son efficacité, il est totalement interdit en France depuis 2011, car son inhalation est hautement toxique. Il est même incriminé dans la mort d'un grand-père à Lyon en 2023. Ce produit ultra nocif, on peut pourtant s'en procurer sans la moindre difficulté pour une dizaine d'euros. Sur les réseaux sociaux, on trouve très facilement des revendeurs de Sniper. Oui, bonjour, on m'a donné votre numéro parce que je cherche à acheter l'insecticide contre les punaises de lit. Oui, c'est moi. À quelle heure on peut se voir? Je sais pas, quand est-ce que vous êtes dispo? Dans 1 heure. C'est 15 €, c'est ça? Ouais, 15 €, ouais. Ok, eh ben merci. 1 heure après ce coup de fil, contre 15 €, nous récoltons le flacon, un jeu d'enfant. Merci. Tiens, merci beaucoup. Tu sais comment ça marche ou... Ouais, je sais, mais appelle-moi, je t'explique. Ok, ça roule. Merci. Ce vendeur illégal va nous livrer le mode d'emploi par téléphone quelques minutes plus tard. En fait, tu peux mettre de l'eau ou du vinaigre, mais par contre, comme c'est un T2, tu n'es pas obligé de mettre beaucoup. C'est pas trop dangereux, ça? Non, c'est pas trop dangereux. L'homme n'a aucune conscience des risques qu'il fait prendre à ses clients. Cet insecticide que l'on ne devrait théoriquement plus trouver en France, Sacha le connaît très bien. Qu'est-ce que vous pensez de ce produit-là? Le bon vieux Sniper, ça déjà c'est interdit. Hein. Il faut vraiment faire attention parce que même des professionnels de notre métier qui ont des dizaines d'années d'expérience n'ont plus le droit de l'utiliser. Donc ça, il faut surtout pas l'utiliser, même si c'était un produit il y a une dizaine d'années qui était très efficace. C'est interdit pour une bonne raison et même dans nos mains, c'est pas bon. Même si cela coûte plus cher, passer par des professionnels reste la solution à privilégier. D'autant plus qu'il existe depuis peu de nouvelles solutions révolutionnaires. À quelques kilomètres de Paris, dans le Val-de-Marne, à Saint-Maur-des-Fossés. Cette jolie bâtisse est en fait un foyer d'accueil pour personnes en situation de handicap. Pendant 2 ans, plusieurs infestations de punaises de lit ont pourri la vie des résidents. Aujourd'hui, Thomas a été appelé pour vérifier qu'elles ont bien été éradiquées. Pour cela, il va sortir son outil de travail fiable à 95%, Romy, une femelle berger allemand au flair imbattable. Hop, 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 hop. Alors là, la détection canine sur le salon, il n'y a pas de marquage du chien. Pour moi, il n'y a pas de présence vivante de punaise de lit. Rien dans cette première pièce. Sandrine, la responsable de l'établissement, est rassurée. Il faut dire que son association a déjà dépensé plusieurs dizaines de milliers d'euros en traitement. Mais Romy trouvera-t-elle quelque chose à l'étage? Hop là. Ah si? C'est d'ici qu'est partie la première infestation il y a 2 ans.
Effectivement, on a quelques traces de déjection, notamment sur les housses anti-punaises. On n'a pas de marquage du chien, donc pour moi, ce sont plutôt des anciennes traces. Mais tout d'un coup, la chienne change de comportement. Montre-moi. Donc là, la chienne a marqué, donc ça veut dire que potentiellement, il y a de la présence de punaises de lit vivantes. Ce marquage, c'est l'assurance d'avoir une nouvelle infestation. Voilà, on a la présence d'une punaise de lit vivante là, ici. La chienne a vu juste. Des spécimens vivants semblent bien avoir colonisé la chambre. Là, pareil, à l'intérieur, on a des traces. Ah oui, on voit bien. Le résultat a de quoi désarçonner Sandrine, qui pensait en avoir fini avec les punaises de lit. On ne savait pas trop à quoi s'attendre et là, du coup, c'est une mauvaise nouvelle. C'est un énorme budget, en fait, pour une association comme la nôtre, surtout qu'on n'a pas de ligne budgétaire pour ce type de situation. C'est la douche froide pour la gérante qui doit trouver une solution. Alors, elle décide de passer à la vitesse supérieure en faisant appel à des éradicateurs de nouveau genre. Au revoir. Merci. Cette solution, arrivée en France il y a 2 ans, est présentée comme révolutionnaire. Elle se trouve dans ce petit camion noir bourré de technologie. À la tête de cette nouvelle société fraîchement créée, Israël et Meir, 2 anciens agents immobiliers qui se sont reconvertis dans le traitement de ces insectes. Bonjour. Bonjour, enchanté. Sandrine, c'est ça? Sandrine. Bonjour Sandrine. On a eu le rapport du détecteur canin, donc on va faire une prévisite technique et je vous suis. La chambre où Première étape pour ces tueurs de punaises, Ah oui, d'accord, donc ça c'est le premier étage gauche, oui. faire un tour des chambres pour voir où se trouvent les nuisibles. On a une belle ici, hein. Ouais, on la voit bien. Une fois les insectes localisés, Sandrine est conviée à partir. Merci beaucoup, ouais, c'est gentil. dans 2 jours. Ah, dans 2 jours. Au revoir. Merci. Car le foyer doit être traité en totalité. Et pour cela, Meir fait appel à ces drôles de machines. Alors ici, vous avez les radiateurs, d'accord? Ça, c'est le radiateur dans lequel il y a le fluide caloporteur, le glycol alimentaire, qui va être chauffé à 99 degrés, qui va circuler tout simplement dans les radiateurs qui sont dans la maison. Ensuite, on a au dos, qui sont branchés sur les radiateurs, des ventilateurs, qui vont vraiment accélérer la chauffe. Nous, on vient du monde de l'immobilier, donc on a eu affaire de nombreuses fois à la punaise de lit. Et malheureusement, comme beaucoup de gens, on n'a pas trouvé de solution. Donc au bout d'un moment, on s'est retrouvé face à un dilemme. C'était soit on se débarrassait d'appartements, soit on trouvait une solution. Le concept de cette nouvelle méthode, chauffer l'air à plus de 60 degrés, ce qui tuera toutes les punaises et leurs œufs, car ils ne supportent pas la forte chaleur. Taux de réussite avancé, 95%. Ici, vous avez une machine qui va chauffer toute la surface du logement. L'avantage, c'est d'aller chercher les punaises de lit qui vont être cachées dans les interstices, dans les endroits les plus reclus, les endroits auxquels on ne pourrait pas atteindre ces endroits-là avec tout simplement des biocides ou avec de la vapeur, des systèmes à vapeur. C'est pas ciblé, c'est vraiment général. C'est-à-dire tout le volume de la pièce sera occupé par la chaleur. Un dispositif XXL, des dizaines de machines à brancher en réseau. T'en as combien, Julien, là-bas? Les radiateurs, on est bon? Les équipes de Meir les disposent dans toute la maison pendant plus d'1 heure. Celle-ci, Julien, il faudra la calfeutrer. Hein. Papier d'alu sur toute la longueur. Celle-ci aussi. Juste avant de démarrer la chauffe, les désinsectiseurs veulent s'assurer de leur coût et installent même ces petits capteurs. Ce genre de sonde nous permet de contrôler la température à distance et surtout d'avoir une garantie que la température a bien été atteinte dans tout le logement. Une fois tout installé, le traitement peut commencer. Ça y est, on est parti pour la phase de chauffe. Là, actuellement, il fait 24 degrés dans la pièce. On va voir à quelle vitesse on va atteindre la température létale. Les équipes sont contraintes de rentrer dans cette chaleur étouffante pour tourner les ventilateurs afin d'être sûr de bien chauffer l'entièreté de la maison. Rentrez vite. Après 45 minutes, certaines pièces atteignent déjà les 60 degrés. Il est monté déjà à 63 degrés. On reste pas longtemps, mais généralement, dans 1 heure, on intervient 2 fois. Voilà, juste pour déplacer le mobilier. Par exemple, ça, on va aussi le déplacer. Clairement, tu as des punaises de lit, tu vois, qui sont complètement asséchées. Donc là, la température, en fait, l'a complètement déshydratée.
Meir va faire tourner son immense machine pendant toute la nuit. Les équipes se relayeront derrière l'ordinateur pour s'assurer que le moindre recoin du logement est bien exposé à 60 degrés. Alors, on en est où? Bah écoute, toutes les sondes, elles ont dépassé les 60 degrés, partout. Une telle intervention a un coût légèrement supérieur à celui des autres méthodes. Comptez 2000 € pour 30 mètres carrés. Elle est gourmande en énergie, mais elle n'utilise aucun produit chimique. Et avec le taux de réussite affiché, le concept lancé par Israël et Meir peut avoir un bel avenir devant lui. Et là, il y en a une, elle est morte. Preuve de son efficacité, 6 mois après, les parasites ne se sont toujours pas réinstallés dans le foyer. Toutes ces bêtes insupportables et répugnantes peuvent ruiner l'existence et le porte-monnaie des Français. Mais vous allez voir que dans leur guerre contre les nuisibles, les professionnels du secteur sont constamment obligés d'innover. Dans cette petite exploitation des Landes, Richard et Manon, un couple d'agriculteurs, sont confrontés depuis 2 jours à une situation compliquée. Un nid de frelons asiatiques de la taille d'un ballon de basket totalement inaccessible. Un danger imminent, d'autant plus que la jeune femme est une personne à risque. Moi, j'ai plutôt une réaction allergique aux piqûres de guêpes déjà, donc j'ai assez peur. Et quand on voit les dégâts que ça peut faire, on s'inquiète très vite quand même. On ne le sait pas forcément, mais ces insectes tuent chaque année une dizaine de personnes en France. Le frelon asiatique est une espèce particulièrement agressive, équipée d'un dard de 6 mm rempli de venin toxique. En cas d'invasion, il ne faut jamais intervenir seul. Le couple a donc fait appel à l'as du frelon. Bonjour. Étienne Roumayac. Pile à l'heure. Qui a plus d'un tour dans son sac. Impeccable. Il est où le machin? Juste là en haut, peut-être. Ah oui, d'accord. Ok. Étienne n'est pas n'importe quel désinsectiseur, c'est une star des réseaux sociaux. J'en ai partout sur le casque. Partout. Waouh, il y a plein de pontes encore, on est à fond là. Dans ses vidéos, il raconte et filme ses interventions les plus périlleuses. Oh là là, l'engin. Bon, eh bien on va le faire au tout. Pour mieux combattre les frelons, Étienne a dû s'adapter avec des méthodes de plus en plus innovantes. Ici, il a transformé un pistolet à air comprimé en engin de destruction. C'est un système de paintball traditionnel et c'est des billes insecticides qui sont très pratiques. Hein. Vous voyez, c'est comme des billes de paintball. Donc là, je suis presque prêt. J'ai plus qu'à me mettre au moins une vareuse. Sur cela, on va se protéger un peu. Étienne enfile une épaisse combinaison étanche. Puis il vise. Et fait mouche. Et voilà. Une dizaine de tirs plus tard, le problème est réglé. Étienne a dû s'adapter, car pour les combattre, il faut constamment rentrer dans la tête de ces insectes ultra-invasifs. Pendant l'été, il travaille 7 jours sur 7, avec une dizaine d'interventions par jour. Des opérations toujours impressionnantes. Étienne n'est donc pas le seul professionnel à avoir eu l'idée d'utiliser les réseaux sociaux. Sur Internet, de nombreux désinsectiseurs filment aussi leur bataille contre les frelons. C'est bien gros quand même, hein? Regardez, ça c'est des futures reines de l'année prochaine, ça. Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai remis la combinaison et je suis venu traiter cette énorme nid. Des vidéos qui font des centaines de milliers de vues. Donc là, vous voyez l'envers du décor. Moi, j'ai beaucoup plus de frelons, je pense, que mon ami youtubeur. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Nous, ici, on est pas mal. J'ai plein d'amis, là. Là, franchement, c'est une attaque de dingue. Étienne, lui, sur sa chaîne YouTube, essaie aussi de sensibiliser les gens au danger du frelon et prodiguer gratuitement des conseils utiles. Bière, crème de cassis, vin blanc, forcé sur la crème de cassis, c'est pas mal, ça fait une espèce de pâte, et c'est vrai que le frelon asiatique est très attiré par ça. Sa prochaine vidéo, il va la tourner ce matin à Mugron, un village pittoresque qui donne sur la vallée des Landes. Il a été appelé en urgence par les services de la mairie. Depuis quelques jours, un nid de frelons asiatiques s'est installé à un endroit très dangereux. Ces toilettes publiques condamnées, cachées à la vue de tous.
travaille beaucoup avec les services techniques, mairie, etc. Là, ils ont découvert ça, je ne sais pas comment, parce que la porte qui est derrière est condamnée. Et le problème, c'est que dans un mois, il peut être comme ça. Et fin octobre, il peut être comme ça. C'est un gros problème. Comme à chaque fois, il dégaine son mobile pour filmer l'intervention. Petite vidéo pour les réseaux sociaux. Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est sur le belvédère de Achalos. C'est-à-dire qu'on est à Mugron. Vous voyez, là, il y a une belle patate. Donc, à mon avis, on a un beau ballon de foot. Le but du jeu, c'est de montrer, d'expliquer aux gens que faire, pourquoi, et surtout ne pas faire. Là, un truc comme ça, vous le faites à la bombe vendu dans le commerce, c'est une catastrophe. Quand j'entends un coup de fil qui me dit « Ah oui, merci, grâce à vous, j'ai pas été piqué », bon, ça me plaît. Après, faire du vu, c'est pour d'autres. Le spécialiste veut faire preuve de pédagogie pour que les gens mesurent l'extrême dangerosité de ces animaux. Quand les frelons sont arrivés en France il y a 15 ans, les confrères japonais d'Étienne l'ont alerté sur le péril que représente cette espèce, capable de coloniser tout un pays. J'ai les Japonais qui sont venus qui m'ont dit que les nids chez eux étaient beaucoup plus petits, parce qu'il a un super prédateur qui régule celui-là, tandis qu'ici on n'a personne. Les seuls qui peuvent réguler cet insecte, c'est des gens comme moi. Donc c'est un énorme problème. Et du coup, il est roi, quoi. Au Japon, les frelons ont un super prédateur, le guêpier d'Orient, qui les dévore. En France, il n'en a aucun, à part l'homme, ce qui explique sa prolifération sans contrôle. Malgré les nombreuses interventions d'Étienne et ses recommandations, on va se mettre à quelques centimètres du nid et après on va pouvoir traiter. Le combat semble perdu d'avance, tant le frelon asiatique fait partie de notre écosystème. Le drame, c'est que chaque année, des hommes et des femmes succombent à ces piqûres. À quelques kilomètres de Dole, dans le Jura. Nous sommes à Faltan, un village paisible de 400 habitants. Allez, vas-y, montre-moi ta récolte. T'as déjà mis fraises, regarde. Voici Monique, 70 ans, et sa fille Séverine, 50 ans. Ah, c'est ton persil qui est plus avancé que le mien. Les deux femmes adorent s'occuper de leur jardin potager. J'ai cultivé quelques poireaux, j'ai cultivé des courgettes, des tomates, et hélas, cette année, ça marche pas trop bien. J'adore toucher la terre, ça me détend. Mais à quelques mètres de là, il y a un lieu où Monique n'a plus le cœur d'aller. Ah, c'est un endroit plein de souvenirs. Les cages à lapins dont s'occupait Michel, son mari. Il y a tout juste un an, cette famille heureuse a vécu un drame, quand Michel est décédé brutalement, en quelques minutes. C'était une belle journée, c'était une journée qu'on avait passée en famille, et tout allait bien, il faisait beau, il s'est fait piquer vers l'omoplate par un frelon asiatique. Il a fait ce qu'on appelle un choc anaphylactique sévère. Très vite après la piqûre, Michel fait un arrêt cardiaque. Pris en charge par les pompiers et transporté à l'hôpital, il meurt quelques jours plus tard. Aujourd'hui, Monique est encore sous le choc. C'est injuste. Pourquoi lui? Pourquoi pas personne? Mais pourquoi sur un homme sain? J'ai envie de les détruire quand je les vois, de vraiment faire la chasse pour que ça arrive à personne sur un être humain. Voilà. Michel n'avait pas d'allergie, ni de problème de santé. Une seule et unique piqûre a fait partir cet homme en pleine forme. Puis là, quand il joue à la pétanque. Oh, c'est les belles aussi. Difficile pour elle de regarder les photos du temps passé. C'est la dernière journée. La belle journée du 1er mai 2023. Dernière photo avec Valentine à 17h, c'est fort, hein. Avec tous les lapins encore. Un cliché pris quelques heures seulement avant la mort de Michel. Traumatisée par ce drame, Séverine a décidé de faire du frelon asiatique son combat. À tout à l'heure. Depuis un an, Sandrine sensibilise les habitants du village au danger du frelon. Oui, bonjour Christian. Christian est un voisin de la famille. Il pose des pièges dans son jardin chaque année. Et il tient même un décompte des frelons qu'il capture. Le 15-4, j'en ai pris 9. Le 21, il y en avait 23. Le 22, 4, 18, il y en avait 16. Le 26, 4, il y en avait 28. Enfin, il y en a déjà 76, rien qu'au mois d'avril. J'aime pas cette bestiole-là. Depuis qu'il est là, on ne sait pas ce qui peut arriver. Toutes ces données,
Séverine les utilise pour cartographier la présence du nuisible sur le village. Elle les transmet à un référent qui ensuite décide d'installer des outils de lutte diablement efficaces. Alors cette boîte rouge, c'est un des nombreux pièges de frelons asiatiques qu'on a positionnés sur le village de Faltan. Il y a un produit très sucré qui va les attirer et les frelons vont rentrer. Les dimensions sont faites pour que les frelons restent à l'intérieur et soient privés de liberté et puis finissent par mourir. Et puis les autres insectes puissent repartir. Ce piège a pour objectif principal de capturer les reines au début de l'été, afin qu'elles ne puissent pas développer leur nid. Et apparemment, cela fonctionne. En 2023, on a pris beaucoup de frelons. Ça a été une année un peu record pour nous. Et puis là, sur 2024, on a piégé beaucoup de reines au printemps et qu'on a beaucoup moins de nids cette année. J'espère qu'un jour, il n'y en aura plus en France. Les professionnels disent que c'est pas possible de l'éradiquer. Moi, j'ai envie de garder cet espoir-là. Je me dis que si on est tous solidaires, si on arrive à tous piéger les reines au bon moment, on pourra peut-être un jour l'éradiquer. À Faltan, la municipalité a décidé de donner 50 € à chaque habitant qui fait détruire un nid de frelons. La lutte contre ce nuisible s'appuie uniquement sur quelques initiatives locales et des désinsectiseurs privés. Des moyens bien faibles pour lutter contre cet insecte mortel qui continue sa progression sur tout le territoire. Entre 2022 et 2023, le nombre de nids découverts a carrément doublé. Si en France on fait parfois tout pour les éradiquer, vous allez voir qu'il y a aussi des animaux qui deviennent nuisibles à cause de l'homme. Pas une étendue de mer sans entendre son cri caractéristique. Le goéland, ce volatile qui a colonisé nos côtes, n'est pas classé comme nuisible, c'est même une espèce protégée. Mais en envahissant nos agglomérations, il pose de plus en plus de problèmes. Que ce soit ses fientes par milliers qui polluent les surfaces, ou ses comportements agressifs à l'égard des passants. Au large de Marseille, ils ont trouvé leur Eldorado, les îles du Frioul. Un espace naturel protégé, verdoyant et rocailleux, qui abrite la plus grande colonie de goélands d'Europe. Les goélands peuvent voler jusqu'à 50 km, facile pour eux de se rendre à Marseille, pour y manger des détritus, des rats ou des pigeons morts. Alors pour lutter contre les nombreuses nuisances qu'ils causent, certaines municipalités se sont décidées à agir. Comme la ville de Port-de-Bouc, située sur le littoral méditerranéen. Ici, les goélands font partie du paysage. Au niveau du port, au-dessus des restaurants, ils sont partout. Cet animal a d'ailleurs posé problème à ce père de famille. J'ai eu une mésaventure une fois avec mes enfants, on était à la plage, et là, elles sont venues carrément au niveau du pique-nique nous attaquer. Donc du coup, mes enfants, ils ont eu très peur. Et après, pour les faire partir, c'est quasiment impossible parce qu'après, elles viennent en groupe en fait. Elles viennent à 3, 4. Et c'est quand même, quand je parle, c'est des belles bêtes, quoi. C'est des bêtes comme ça. Donc du coup, c'est vrai que ça fait peur. Les volatiles nichent en hauteur sur de nombreux bâtiments, et notamment auprès de certaines écoles. Alors pour lutter contre eux et les faire fuir, la mairie a son arme absolue. Jean-Marc et Johan. Bien, on récupère le mégaphone. On va voir s'il y a du monde sur la toiture. Ils ont interdiction de tuer le moindre volatile. C'est une espèce qui est protégée, qui s'est énormément développée et qui commence à poser problème parce qu'elle s'est trop développée. Donc l'idée étant plutôt de réguler un petit peu la population pour après les laisser en milieu naturel. Pour s'en débarrasser, ils ont donc développé une technique particulière. Ils utilisent d'abord une arme non létale mais très bruyante, un mégaphone, qui lance des cris de goéland à pleine puissance. On a plusieurs types de cris. Là, sur ces cris-là, on est sur un appel de détresse. Donc comme c'est des oiseaux solidaires, ils viennent voir ce qui se passe. Et l'idée, c'est de leur montrer que nous sommes le danger et la problématique. Des clameurs chargés d'attirer les oiseaux pour ensuite passer à la vitesse supérieure, à coups de revolver. Alors donc c'est un pistolet 6 mm à amorce, un lance-fusée
avant tout, hein, c'est pas un pistolet pour blesser ou tuer quelqu'un, ça ne tire que des fusées. On va aussi s'en servir pour pouvoir diriger les goélands vers une zone qui pose moins de problèmes. Quelques minutes plus tard, le duo d'effaroucheurs se rend dans un autre groupe scolaire. Ils sont immédiatement reconnus par les goélands qui leur réservent un comité d'accueil musclé. Il nous a vus, l'autre il a décollé. Alors là, il donne l'alerte. Là-bas aussi. Et vous allez voir, voilà, il nous charge. Les volatiles piquent sur Jean-Marc et Johan, mais redressent leur vol au dernier moment. Donc c'est des charges d'intimidation. Ensuite, il y a les charges où ils peuvent nous envoyer des fientes. Ah, ils savent faire ça? Ah, ils savent faire ça, oui, ils savent bien viser aussi. Une tentative d'intimidation qui ne va pas fonctionner sur les deux techniciens qui rétorquent à coups de fusée. Attention les oreilles, ça fait du bruit. Ah oui, il me charge. Des opérations comme celle-ci, les municipalités aux alentours de Marseille sont obligées d'y avoir recours de plus en plus souvent. Car les volatiles se rapprochent sans cesse des habitations et apportent toujours plus de nuisances et de dégradations. Il faut dire qu'elles sont attirées par les garde-manger géants à ciel ouvert que les hommes ont implantés autour de la métropole marseillaise. Au nord de la cité phocéenne, les Pennes Mirabeau, une petite ville tournée vers la Méditerranée. Dans cette maison, ce jeune retraité de 65 ans s'appelle Pierre Montangon. Voilà, des plastiques qui volent. Tous les jours, il ramasse sur son terrain de nombreux déchets. Les coupables de cette pollution, Pierre les connaît par cœur, car il laisse des indices. Ce sont des goélands. Là, cette fois-ci, on peut les accuser. Hein. C'est pas mes plumes, ça. Ils viennent, ils tournent dans tout le secteur, ils agrandissent le cercle, ils vont de partout, ils déposent des morceaux de plastique qui volent, des morceaux de... Ces problèmes de voisinage avec le volatile proviennent de cette immense décharge à ciel ouvert, à quelques kilomètres seulement de sa maison. Ici, sur ces 50 hectares, une grande partie des déchets de la métropole sont enfouis, créant une odeur nauséabonde pour les habitations alentours et attirant les goélands. Dans son combat, Pierre peut compter sur le soutien de Renaud, un voisin. Ouais, ça, c'est ceux qui nettoient les plastiques. D'habitude, il y a des plastiques de partout dans la colline. Une fois par mois, les deux hommes tentent de documenter la situation. On est où aujourd'hui? On est où? Ben, il y a toujours des poubelles odorantes. Ce qui frappe le plus, c'est la topologie des lieux, qui a complètement changé. Car toutes ces collines, ce sont tout simplement des monticules de déchets. C'est monté minimum de 20 mètres, 20 voire 30 mètres. 34 ans que j'habite ici, donc j'ai vu commencer une petite décharge. On pouvait l'appeler déchetterie à l'époque. Aujourd'hui, c'est une grosse décharge sale. On pouvait venir balader à vélo, courir, profiter des lapins, profiter... Maintenant, on dirait qu'on est dans un film de Hitchcock. À chaque nouvelle déballe d'ordures, ce sont plusieurs milliers de goélands qui se jettent sur les déchets pour trouver de la nourriture. Quand ils commencent à recouvrir et qu'ils n'arrivent plus à se nourrir, eh ben, ils élargissent leur cercle, ils vont autour des maisons, ils vont dans les jardins. Ils vont... Alors, si vous avez quelque chose dans le jardin, la gamelle du chat ou du chien, eh ben, ils viennent vous la manger. Hein. C'est vraiment devenu un lieu de migration et limite un lieu de nidation. Je suis même étonné qu'elle reste sur le Frioul, elle fasse des allers-retours, alors que c'est un environnement qui est quand même propice au développement et elle pourrait rester là. Ce que demandent depuis des années les riverains de la décharge, sa fermeture pure et simple. Ils ont eu une extension jusqu'en 2032, on est en 2024. Ils ont 8 ans pour trouver un autre terrain, loin des maisons. Et j'y crois pas trop, mais si le gouvernement est de notre côté, ou si quelqu'un arrive à venir et à comprendre les problèmes, ils la fermeront. Ici, le goéland, cette nouvelle espèce dont on n'arrive pas à contenir la prolifération, n'est pas près de mourir de faim. Il existe encore 5 décharges de ce type tout autour de la cité marseillaise.